Bonjour, mon nom est Sylvain Perron de l'Écoquartier Hochelaga. Cette semaine, je vais vous parler des 3 RV. La réduction, la réutilisation, le recyclage et la valorisation. En fait, les 3 RV sont issus de la politique de gestion de matières résiduelles du Québec. En fait, les 3 RV, justement, comme je vous ai parlé tantôt, on parle de réduction, de réutilisation, de recyclage et de valorisation. Évidemment, lorsqu'on pense que 85 des matières résiduelles qu'on jette à chaque année peut être utilisées, ça vaut vraiment la peine d'y penser. Si on prend par exemple que chaque humain, en fait, au Québec, va dépenser pour environ 1,69 tonnes de déchets par année, c'est vraiment énorme. Donc, il faut vraiment faire quelque chose avec ça. Parce que lorsqu'on pense à déchets, on pense souvent des choses simplement bonnes à acheter, mais il ne faut pas oublier que la réutilisation et surtout la réduction sont vraiment très intéressantes. Et surtout qu'on utilise maintenant le thème matière résiduelle parce que c'est vraiment pour une bonne raison. Les ressources en fait qu'on retrouve dans les poubelles sont vraiment absolument incroyables et évidemment, il faut toujours les prendre pour des ressources. Lorsqu'on pense, par exemple, à la réduction, en fait, pour les 3 RV, à la réduction, évidemment, le but, c'est évidemment de réduire à la base. Donc, lorsqu'on ne consomme pas un produit, évidemment, on n'a pas à l'acheter. C'est un peu la base des 3 RV. Ensuite, on pense à la réutilisation. La réutilisation est très importante, surtout au niveau de tout ce qu'on peut retrouver, en fait. C'est de prendre un objet, par exemple une feuille de papier, et la réutiliser une seconde fois à son verso. Ça s'appelle la réutilisation. On peut également utiliser une canne de conserve, par exemple, pour s'en servir pour un étui à crayon. Donc, on peut réutiliser différents matériaux pour leurs besoins qui étaient différents à la base, comme la canne de conserve. On peut aussi parler de recyclage. Là, évidemment, le recyclage, on le fait toujours un peu partout. Évidemment, le plastique, le carton, verre, plastique, aluminium, ça se retrouve tout dans le bac de recyclage. Évidemment, le plastique numéro 6 n'est pas encore recyclable au Québec, mais évidemment, ça s'en vient dans les prochaines années. Évidemment, le plastique numéro 6 n'est pas recyclable parce que, évidemment, c'est surtout du styrofoam et surtout des produits en lien avec la consommation alimentaire. Donc, vous allez voir que le plastique numéro 6, par exemple, il est très léger, il est très souple, il est très facile à briser. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, on ne l'utilise pas, qui est trop léger, ça ne vaut pas la peine de recycler encore. Les entreprises qui font du recyclage n'en vaut pas encore la peine. Aussi, lorsqu'on parle de valorisation, et ça, c'est un point très important, la valorisation des matières résiduelles est en fait la transformation de l'objet dans sa plus simple mesure, en fait. Donc, on peut le composter. On peut aussi utiliser la biométhanisation, en fait, au niveau de la ville pour aller chercher le méthane à l'intérieur des matières putrescibles. On peut utiliser aussi la gazéification. La gazéification, c'est un phénomène, en fait, à laquelle on brûle le déchet pour prendre la chaleur et chauffer des bâtiments aux alentours, par exemple. Tout comme la pyrolyse, qui, elle, va évidemment servir à d'autres entreprises comme les cimenteries, par exemple, qui ont besoin d'énormes chaleurs. Encore là, ce qui est important, c'est toujours réduire sa consommation de déchets. Évidemment, il y a la Semaine québécoise de réduction des déchets qui s'applique uniquement à faire ça. Évidemment, il y a plusieurs événements qui se passent un peu partout, notamment du 16 au 23 octobre, où est-ce que c'est directement la Semaine québécoise de réduction des déchets. C'est là qu'on fait vraiment la promotion de la réduction et c'est là qu'on va aller chercher tous les bénéfices, en fait, de ne pas consommer de déchets durant cette semaine-là. Et on voit des impacts énormes, là, surtout au niveau du site d'enfouissement, où il se retrouve avec une quantité vraiment moindre de quantité de déchets. Évidemment, les matières qu'on recycle, c'est très difficile à trier, par exemple. Il ne faut pas nécessairement tout mettre dans le bac de recyclage. En fait, les jouets pour enfants, où est-ce qu'on retrouve souvent des matières hybrides, comme des vis à l'intérieur d'objets en plastique, ça peut nuire évidemment au recyclage parce qu'il est important que lorsqu'on veut se débarrasser en fait, de produits comme ça, il faut les trier. Donc, les trier dans les différents plastiques qu'on retrouve, mais aussi en métal, en papier et en carton. Donc, si on prend une boîte de Pringles, par exemple, on peut avoir du carton et du métal mélangé ensemble. Il faut donc les séparer lorsqu'on les met dans le bac de recyclage, c'est très important. C'est aussi pour la même raison que l'on suggère de ne pas mettre en fait des objets à l'intérieur de d'autres objets. Par exemple, si on met une canne de conserve à l'intérieur d'une boîte de céréales, évidemment, ce n'est pas idéal parce que les gens, pour trier, devront séparer les deux. C'est pour ça aussi qu'il faut bien nettoyer les objets parce qu'il y a des gens qui trient à la fin. C'est important pour leurs conditions de travail, pour évidemment pas qu'ils se retrouvent avec des odeurs pas très agréables dans votre bac. Donc, c'est très important de bien nettoyer quand même vos objets pour penser vraiment à la condition de travail des travailleurs. Évidemment, ce qu'il faut bien comprendre avec les 3 RV, c'est que la réduction est la chose la plus importante qu'on peut faire au niveau des matières résiduelles. Aussi, il faut également comprendre que les matières résiduelles doivent être utilisées. Ce n'est pas des déchets nécessairement. Les villes doivent les utiliser pour diminuer leur consommation électrique ou encore pour diminuer la quantité de déchets qui va au site d'enfouissement.
Bonjour, mon nom est Marie-Claude Larocque, je suis policière au service de police de la Ville de Montréal. Cette semaine, je vais vous parler de certains types de fraudes dont vous pouvez être victime soit par Internet ou soit à votre domicile, par courrier ou par téléphone. Le premier type de fraude dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est nommé le Grandson Scam. C'est les 3/4 des fraudes qu'on retrouve présentement par téléphone. La manière que les gens fonctionnent, c'est que vous recevez à la maison un coup de téléphone et il s'identifie comme étant un de vos membres de la famille, petit-fils, petite-fille, frère, sœur. Évidemment, des fois, les gens ne reconnaissent pas les voix, prétextant que, bon, il s'est brisé le nez ou ils sont à l'hôpital. Et le but du coup de téléphone, c'est de demander de l'argent, disant qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils sont pris dans un hôpital et ont besoin d'urgence un montant d'argent pour couvrir les frais médicaux. De certains types de fraudes aussi, la personne dit je suis au poste de police et j'ai besoin d'argent, je suis pris dans un pays, j'ai besoin d'argent pour sortir du poste de police, je vais même vous passer le commissaire, le policier ou un avocat. Donc, des fois, le fraudeur peut donner le téléphone à une autre personne et la personne, se faisant passer pour un policier, demande des sous pour sortir de prison ou sortir de prison la personne. Et devant l'urgence de la situation, devant le prétexte, vous étant sensibilisé, croyant qu'il y a un membre de votre famille qui a des besoins, bien, vous envoyez de l'argent par un service de banque ou d'Internet. C'est un type de fraude, comme je vous disais tantôt, qui est très fréquent. Il faut que vous soyez vigilant. Présentement, il y a plusieurs enquêtes en cours concernant ce type de fraude-là. On demande aux gens de valider l'information, de raccrocher, de prendre un numéro de téléphone, d'appeler la famille, d'appeler votre entourage, vérifier, oui, est-ce que c'est vrai que votre petit-fils ou frère, sœur sont à l'extérieur du pays? Est-ce qu'il y a un prétexte d'urgence? Et de rappeler dans le pays et ne pas envoyer d'argent dans l'immédiat. Le deuxième type de fraude auquel on veut vous sensibiliser est les fraudes par chèque. Il se peut que vous recevez à votre domicile, c'est des envois massifs qui sont envoyés à plusieurs résidences. Vous recevez un chèque qui est à votre nom, mais finalement, vous recevez un coup de téléphone disant que le chèque a été envoyé à la mauvaise personne. Fréquemment, c'est un montant assez élevé. La personne vous appelle, vous demandant est-ce que vous avez reçu le chèque. Effectivement, oui, vous avez reçu un chèque assez élevé. On vous demande on vous dit que c'est une erreur sur la personne, mais on vous demande quand même d'aller déposer le chèque et pour dédommagement, on vous donne l'autorisation de prendre un certain montant sur le chèque. Donc, exemple, le chèque est de 5 000 $, on vous demande d'aller le déposer à votre caisse et en type de dédommagement, on vous dit, OK, vous pouvez garder 1 000 $ sur le chèque, donc de renvoyer seulement 4 000 $. Donc, vous croyant que vous avez fait 1 000 $ pour l'erreur, bien, vous allez déposer le chèque et ensuite vous renvoyez 4 000 $ et il y a 1 000 $ qui vous reste. Malheureusement, dans tous les cas connus, ces chèques, ce sont des faux chèques. Et l'argent que vous renvoyez, c'est votre propre argent. Et après quelques jours, environ une dizaine de jours, le chèque de votre banque rebondit et vous apercevez que le montant n'a pas été déposé, mais il a été débité de votre compte. Donc, vous êtes en moins de 4 000 $ dans votre compte. Donc, on vous demande d'être vigilant à cet égard-là. Si vous recevez des chèques à votre nom, ne jamais les déposer dans votre compte parce que ce montant-là va être débité de votre argent de votre compte et c'est vous qui êtes lésé dans cette fraude-là. Un autre type de fraude qui est très répandu, vous recevez un avis comme quoi vous avez gagné un gros lot ou un prix d'un montant d'argent. Mais pour réclamer ce montant d'argent-là, vous devez payer des frais d'administration. Et les frais d'administration, on vous demande seulement d'envoyer un chèque ou d'envoyer de l'argent comptant ou un déboursé par bureau de change. Et ensuite, le gros lot, le montant d'argent va vous être retourné à votre résidence. C'est un type de fraude qui est aussi très répandu. Dites-vous qu'au Québec, toutes les loteries, c'est géré par l'Auto-Québec et il n'y a aucun frais d'administration. Les enquêteurs ont intercepté plusieurs enveloppes avec de l'argent à l'intérieur. C'était de l'argent pour payer des frais d'administration pour que les gens puissent réclamer leur gros prix. Malheureusement, cet argent-là est envoyé aux fraudeurs, mais les gens ne reçoivent jamais leur gros lot ou leur prix qui est stipulé dans l'enveloppe. Donc, on vous demande d'être vigilant. En aucun moment, si vous avez participé à aucun concours, vous ne devez gagner des prix ou des gros lots d'un certain montant.
Et on vous demande aussi d'être vigilant lorsque vous allez dans certaines épiceries, dans certains commerces. On vous donne des coupons pour participer à des concours. Dites-vous que cette information-là que vous mettez sur vos coupons, vous mettez souvent votre nom, prénom, numéro de téléphone à la maison, courriel, c'est souvent vendu à des firmes de télémarketing. Ces firmes-là de télémarketing utilisent vos informations pour vous solliciter. On envoie des courriels en masse, on envoie des lettres aux résidences avec vos adresses, avec votre numéro de téléphone, votre adresse courriel que vous avez mis sur vos coupons réponses, simplement à l'épicerie pour avoir fait un achat, vous avez le droit à un concours. Et ensuite, avec cette information-là est vendue aux compagnies et ces compagnies-là utilisent cette information-là pour vous solliciter, pour vous envoyer des prix ou des gros lots. Donc, on vous demande aussi dans les épiceries d'être vigilant et ne pas participer à n'importe quel concours parce que cette information-là est remise à des compagnies qui peuvent être malveillantes. Le dernier type de fraude dont je voulais vous sensibiliser aujourd'hui est nommé l'hameçonnage. L'hameçonnage est un type de fraude où on prend l'identité d'une institution financière et on vous sollicite par Internet pour mettre à jour vos données. Dites-vous qu'en aucun moment, une institution financière va vous solliciter par Internet pour mettre à jour vos données. Les fraudeurs, ils utilisent un portail qui est exactement pareil comme un site d'institution financière et sollicitent certains clients. Certains clients se sentent concernés parce que c'est leur institution financière, mais c'est un faux site et ils demandent de mettre à jour les données, que ce soit le nom, numéro de compte, numéro de téléphone. Ensuite, cette information-là est vendue et utilisée à des fins malveillantes. Donc, en aucun moment, votre institution financière va faire cette demande-là par Internet. Si vous avez des questions par rapport à ça, prenez le temps d'appeler votre institution financière et leur demander de vive voix, est-ce que vous avez fait une sollicitation par Internet pour mettre mon dossier à jour? Et dites-vous que dans la majorité du temps, ça ne se fait pas par Internet. Donc, soyez vigilants pour ne pas donner de l'information personnelle à des sites qui pourraient ressembler en tout point à votre institution financière, mais qui sont des sites complètement truqués. En conclusion, on vous demande d'être très vigilant face à ces types de fraudes qui sont de plus en plus présentes dans notre société. Les fraudeurs sont partout à travers le monde. On vous demande de prendre le temps de discuter avec vos proches si vous avez des questionnements. Et pour dénoncer ce type de crime, n'hésitez pas d'appeler votre police de quartier et on va faire enquête sur tous les crimes reliés à ces types de fraudes. Bonjour, je m'appelle Dominique Gervais de chez Options Consommateurs. Cette semaine, je vais vous parler des politiques d'échange et remboursement dans la période des fêtes et de l'achat de cartes cadeaux. Quand on achète un cadeau pour quelqu'un, il faut s'informer sur les politiques d'échange et de remboursement du magasin. Parce que la loi sur la protection du consommateur ne dit pas qu'un commerçant doit reprendre le bien qu'il vous a vendu, à moins qu'il soit défectueux. Donc, c'est important de s'informer parce que la politique varie d'un magasin à l'autre. Ce n'est pas toujours la même chose. Donc, la première étape, c'est de s'informer sur les politiques d'échange et de remboursement du magasin. Et si jamais elle n'est pas inscrite sur la facture, de la faire inscrire par le commis, par le vendeur, pour être certain qu'il n'y aura pas de problème lors des échanges et remboursements. Ils peuvent vous offrir soit un échange, soit un remboursement ou soit les deux. C'est à leur choix, c'est selon leur politique. Et souvent, pendant la période des fêtes, ils vont vous demander est-ce que c'est pour un cadeau? Et là, il y a des modalités particulières qui peuvent s'appliquer. Donc, des fois, ils étendent la période d'échange et remboursement justement pour satisfaire leur clientèle. Par contre, si le bien est défectueux, c'est différent. À ce moment-là, c'est la garantie légale qui va s'appliquer. La loi sur la protection du consommateur vous garantit que le bien que vous achetez doit avoir une durée de vie raisonnable, eu égard au prix payé et aux conditions d'utilisation. Donc, je vous donne un exemple. Je m'achète une montre à 200 $. Si elle brise au bout d'un an, c'est pas normal. La garantie légale va s'appliquer. Par contre, si j'achète une montre à 10 $ et qu'elle brise au bout d'un an, bien alors là, elle a peut-être eu sa vie utile, donc la garantie ne s'appliquera pas. Donc, sachez que dans le cas d'un bien défectueux, vous avez toujours un recours, même s'il n'y a pas de politique d'échange et de remboursement.
Aussi, je vais vous parler des cartes cadeaux. C'est un cadeau bien populaire pendant le temps des fêtes, mais depuis juin 2010, il y a des nouvelles règles qui s'appliquent, donc je vais vous les expliquer. Pour la plupart des cartes cadeaux, maintenant, ils ne peuvent plus avoir de date d'expiration. Donc, souvent, on oubliait les cartes, on se les faisait donner, on les oubliait dans un tiroir, on les ressortait 1 an et demi plus tard, et là, on ne pouvait pas les utiliser. Maintenant, plus de date d'expiration. Ils n'ont plus le droit non plus, les commerçants, de vous charger des frais pour la délivrance ou l'activation ou l'utilisation de la carte. Donc ça aussi, c'est quelque chose de nouveau et qui est très apprécié. Autre chose, si vous avez un solde de moins de 5 $ sur votre carte, le commerçant est obligé de vous remettre l'argent comptant. Donc ça évite bien des problèmes quand il reste quelques dollars sur la carte et que vous ne pouvez pas rien acheter dans le magasin. Donc, ça fait partie des nouvelles règles. Par contre, il y a des petites exceptions. Si vous achetez des cartes Visa, Mastercard prépayées, à ce moment-là, eux, ils peuvent prévoir des dates d'expiration, ils peuvent vous charger des frais. Et aussi les cartes de centre d'achat. Donc, si vous achetez une carte qui vous permet de magasiner dans tout le centre d'achat, à ce moment-là, ils ont le droit de vous charger des frais d'activation de la carte ou des frais d'inutilisation. Donc, voici pour les cartes cadeaux. Bon magasinage! Une crise cardiaque se définit par un manque d'apport en oxygène au niveau du cœur. Le cœur est un muscle qu'on appelle le myocarde et qui, comme tous les muscles, fonctionne avec de l'oxygène et des éléments nutritifs. Au niveau cardiaque, ces éléments sont apportés par des artères, qu'on appelle les artères coronaires. Certains facteurs de risque et certains éléments de la vie font que ces artères s'épaississent progressivement avec des dépôts au niveau de la paroi. Les facteurs de risque les plus connus sont l'âge, sont des facteurs familiaux de maladies cardiovasculaires, sont le tabagisme, le diabète, le cholestérol, le surpoids. Donc le mécanisme d'une crise cardiaque est en fait l'arrêt d'apport d'oxygène au niveau de ce muscle. Le mécanisme le plus fréquent, c'est la survenue d'un caillot qui vient obstruer la lumière de cette artère. Mais ça peut être aussi donc la survenue de cette plaque qui, avec le temps, aura tendance à s'épaissir et pour finalement venir obstruer complètement le passage du sang. Un troisième mécanisme un petit peu plus rare est en fait un spasme d'une de ces artères coronaires. Ce spasme est la plupart du temps temporaire et donne des douleurs d'angine qui la plupart du temps ne se prolongent pas. L'angine n'est pas une crise cardiaque. L'angine est un signe avant-coureur que vous risquez de développer un infarctus, un arrêt cardiaque ou une mort subite sont augmentés. Donc c'est vraiment le signe qu'il faut reposer votre cœur, il faut reposer ce muscle. L'angine est la plupart du temps décrite par les patients comme une douleur au niveau du sternum, qui est une douleur que les patients décrivent souvent comme une barre, qui fait mal comme un étau, comme une brûlure, comme un serrement. Il y a parfois des irradiations. Les irradiations les plus classiques se situent vers le bras gauche et la mâchoire. Mais on peut avoir aussi des irradiations vers le bras droit, dans le dos, et parfois même des douleurs qui peuvent être des douleurs abdominales. La durée de ces douleurs est assez variable, mais souvent dure quelques secondes. Et ce sont souvent quelques secondes à quelques minutes. Et ce sont souvent des douleurs qui sont provoquées par un effort. Un stress, un repas, la prise d'alcool. Maintenant, ces douleurs peuvent aussi survenir au petit matin, parfois réveiller le patient. Mais le plus classique est quand même la douleur à l'effort. Donc toute douleur un peu suspecte, surtout chez quelqu'un qui présente des facteurs de risque qu'on a énumérés tout à l'heure, doit absolument cesser cet effort et puis surveiller l'évolution de sa douleur. Si la douleur ne cède pas, ou si la douleur se répète au bout de quelques minutes, ou si la douleur devient de plus en plus intense, il faudra absolument consulter un médecin et de façon plus préférentielle l'urgence de l'hôpital le plus proche.
Donc l'infarctus du myocarde, qu'on appelle aussi communément la crise cardiaque, là correspond vraiment à un arrêt complet de l'oxygénation au niveau de votre cœur. Donc la douleur est souvent la même que la douleur d'une angine, mais c'est une douleur qui souvent est plus prolongée, plus intense, ou alors qui a tendance à se répéter. Donc devant toute douleur thoracique, le médecin que vous consulterez à l'urgence fera des tests nécessaires, des tests au niveau du sang, un électrocardiogramme, des rayons X des poumons, afin d'éliminer une cause cardiaque ou alors une autre cause à cette douleur thoracique. Si jamais le diagnostic d'insuffisance coronarienne, c'est-à-dire angine ou infarctus, devait être confirmé, des médicaments seraient démarrés rapidement, des médicaments qui ont pour but, d'une part, de fluidifier le sang, afin de favoriser le passage du sang au niveau de vos artères coronaires, et puis de diminuer le travail du cœur. Dans certains infarctus, il existe maintenant des techniques de désobstruction de l'artère qui ont un très bon pourcentage d'efficacité, mais qui doivent être faites très précocement, après le début de la douleur. Ces techniques sont en premier lieu la fibrinolyse. La fibrinolyse, c'est une technique médicamenteuse. Donc c'est donc un médicament que le médecin de l'urgence pourra vous injecter par voie intraveineuse et qui sera là pour désobstruer l'artère et faire dissoudre le caillot. La deuxième technique est l'angioplastie. L'angioplastie, c'est une technique chirurgicale. Donc elle est faite dans des centres spécialisés et elle consiste à désobstruer l'artère à l'aide d'un ballonnet. Il est vraiment important pour le patient de comprendre que la sévérité de son infarctus et de ses complications dépendra beaucoup de la durée de l'infarctus et donc de la rapidité avec laquelle le patient sera présenté à l'urgence. Et plus ces techniques médicamenteuses ou l'angioplastie seront faites précocement, moins le pourcentage de complications sera élevé. Il existe beaucoup d'autres causes de douleurs thoraciques. Toute douleur thoracique n'est pas une angine ou un infarctus du myocarde, mais tout médecin doit considérer ces hypothèses-là avant d'envisager autre chose ou avant de donner congé à son patient. Les douleurs thoraciques, du fait de la proximité de nombreux organes au niveau du tronc, peuvent être causées par d'autres causes cardiaques, d'autres causes vasculaires, parfois des causes respiratoires, des causes thoraciques, par des douleurs d'origine digestive, que ce soit des douleurs de vésicule, des douleurs de pancréas. Cela peut être aussi des douleurs qui sont simplement des douleurs musculo-squelettiques, provoquées par un faux mouvement, par un mal de dos. Et puis bien sûr, toute douleur thoracique génère une certaine anxiété qui elle-même, parfois elle seule, peut être responsable de la douleur. Mais avant d'envisager toutes ces autres causes, il est vraiment important pour le médecin d'éliminer une douleur d'origine cardiaque, cardiovasculaire. Et donc pour tout patient qui présente une douleur thoracique un petit peu anormale, qu'elle soit prolongée, qu'elle soit répétée ou qu'elle soit intense, et notamment chez des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires qu'on a énumérés tout à l'heure, il est vraiment important pour ces patients-là de consulter à l'urgence le plus rapidement possible.